Après une magnifique cinématique de PlayStation 2, nous rencontrons Peter Parker, champion incontestable des victimes, qui poursuit le bus de son lycée. La belle Mary Jane Watson se lève pour demander au chauffeur de s'arrêter parce qu'il les suit depuis plusieurs pâtés de maison, ce qui semble sympa comme ça, mais si on y réfléchit, ça veut surtout dire qu'elle l'a laissé courir 10 minutes avant d'intervenir. Peter se fait à nouveau victimiser, au cas où on n'avait pas encore compris que sa vie était une compilation cringe sur YouTube, et on notera que tous ces lycéens ont clairement plus de 25 ans. J'ai redouzé, c'est quand on redouble 12 fois. On rencontre ensuite Harry Osborn, fils de Norman Osborn, qui a trop honte d'être vu dans la voiture de riche de son père. Ceci marque le premier point de notre compteur, Harry est la pire personne. Nos lycéens trentenaires font une visite scolaire dans un laboratoire, où Peter peut exhiber son côté intello en sortant des infos que Harry s'empresse de lui voler pour draguer MJ. Après cette saisie des moyens de production populaires pour le profit de la bourgeoisie, MJ fait remarquer qu'une des araignées génétiquement modifiées s'est échappée de sa cage, ce qui ne semble pas inquiéter la scientifique outre mesure. Le professionnalisme. Peter demande à MJ s'il peut la prendre en photo pour le journal du lycée, et très clairement pas pour la collection personnelle qu'il garde dans une boîte à chaussures sous son lit à côté des mouchoirs. Mais à ce moment-là, l'araignée disparue fond sur la main de Peter et il plante ses crocs, déclenchant une animation bien pratique sur un écran voisin pour bien illustrer la modification de l'ADN de notre héros. Peter rentre chez lui, ou plutôt chez son oncle Ben et sa tante May, qui semblent avoir l'âge d'être ses grands-parents, mais comme les lycéens de ce film ont déjà 30 ans, mathématiquement, ça se compense. Peter fonce dans sa chambre, se sentant fiévreux, regardez-moi cette pucelle dégueulasse, et il perd connaissance. Pendant ce temps, chez Oscorp, Norman Osborn se fait bolosser par sa propre entreprise et décide de tester un sérum sur lui-même malgré les avertissements du scientifique qui assiste impuissant à la scène. L'expérience tourne mal et il semble que Norman est mort. On notera que le pauvre scientifique semble sincèrement inquiet pour son patron. Grave erreur. Durant la même nuit, Spider-Man et le bouffon vert sont nés. Ah bah ça par hasard. Peter se réveille et découvre qu'il a subi une opération LASIK pendant la nuit et environ 6 mois de muscu. Tante May lui demande s'il y a eu des changements pendant la nuit et après avoir très clairement maté sa Spider-Tub, il répond « Des gros changements ». C'est canonique, la morsure d'araignée a fait grossir sa quéquette. Peter regarde par la fenêtre et voit MJ dont la chambre est en face de la sienne, ce qui devait être très sympa quand il y invitait Flash, son petit copain et harceleur préféré de Peter. Au fil de la journée, Peter se découvre de nouveaux pouvoirs, de façon absolument discrète puisque tout le lycée peut le voir tirer une toile et utiliser sa force surhumaine. Accessoirement, un coup de poing qui a la force de te propulser aussi loin a aussi la force de faire s'effondrer ta cage thoracique sur tes poumons. Flash Thompson est donc clairement mort à partir de cette scène et a été remplacé par son frère jumeau Clash Thompson. Pauvre Flash, mort si jeune, à environ 35 ans. Peter apprend à grimper au mur et à se transformer en personnage de PlayStation 2 pour sauter de toit en toit. Oui, clairement ça a mal vieilli. Après tout ça, il s'enferme dans sa chambre et répand une substance blanche et visqueuse partout, ce qui n'est absolument pas une métaphore. Mais malgré ses pouvoirs, Peter n'arrive toujours pas à séduire MJ. Quand il la voit partir dans une voiture avec Clash, il pense que ce qui lui manque, c'est simplement un véhicule. Plutôt que, je sais pas, la capacité de communiquer normalement avec elle et de lui faire comprendre qu'elle te plaît, espèce d'abruti, les voitures coûtent cher. Et grâce à une annonce dans le journal qui nous rappelle qu'il y a eu un monde avant internet, Peter décide de participer à un match de catch pour gagner 3000 $ facilement. Il se crée un costume de catcheur, fait une blague homophobe car on est en 2002, et remporte la victoire en 1 minute. Malheureusement, l'annonce stipulait qu'il fallait tenir 3 minutes dans la cage et Peter ne reçoit que 100 $. Au même moment, un homme rentre avec une arme et vole tout l'argent. Peter, très salé, décide de le laisser s'enfuir. Après tout, il n'y aura pas de conséquences pour lui. Oups. L'oncle Ben a été tué, et Peter part à la poursuite de l'agresseur, prêt à se venger. Mais il découvre que l'homme qui a tué son oncle, en tout cas jusqu'à ce que Spider-Man 3 ne change d'avis, n'est nul autre que l'homme qui l'a laissé s'enfuir. Au cas où on est oublié, le film nous fait un petit flashback sur ce qu'on a vu littéralement 5 minutes avant, et pendant qu'on regarde ailleurs, Spider-Man tue un type. Non, sérieusement, même si c'est par accident, il vient de le buter, hein. C'est pas l'intention qui compte. Mais on va ignorer ça. Peter a terminé le lycée et se voit remettre son diplôme. Est-ce que Norman est en train de toucher sa Spider-Tub? MJ quitte Clash Thompson pile quand il lui fait sa demande en mariage, mais ne vous inquiétez pas, Harry rôde comme un vautour non loin de là. Du temps s'écoule et Peter décide de vivre selon les derniers mots de l'oncle Ben, le fameux « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », et apparemment il implique aussi d'être super doué en couture. Sans déconner, un talent pareil pour designer et fabriquer ce costume, c'est ça son vrai super pouvoir. Spider-Man devient célèbre dans tout New York à force de sauver des gens et de combattre le crime. Et cette célébrité fait que des photos du tisseur s'arracheraient à prix d'or. Malheureusement, Peter est stupide, et il les vend au premier journal venu pour une misère, alors qu'il a un monopole sur le marché et qu'il pourrait se faire une fortune en ayant plusieurs acheteurs. Mais ça nous permet de profiter du meilleur personnage adapté d'un comics de toute l'histoire du cinéma, J. Jonah Jameson. Il est incroyable. Peter tombe sur Mary Jane et apprend qu'elle sort avec Harry depuis un petit moment, en sachant qu'Harry a volontairement caché sa relation à Peter, alors même qu'ils habitent dans le même appartement. Et MJ n'ose pas lui dire qu'elle est serveuse parce qu'il considérerait ça comme dégradant.
Bref, Peter est engagé pour faire des photos à la fanfare de Scorp, et mon dieu que cette foule est stressante quand on vit en 2020. Alors les enfants, ça s'appelle une foule. C'est un phénomène qui existait dans les temps anciens. Notez l'absence de masque. C'est alors que le bouffon vert attaque et lance une grenade sur les concurrents de Scorp en ne faisant pas gaffe à son fils et MJ qui sont juste à côté. On notera également le magnifique masque du bouffon vert qui, avouons-le, fait nettement moins peur que le vrai visage de Willem Dafoe. Peter doit intervenir et après avoir plagié Superman pour se changer, il affronte le bouffon et un mec se prend un lampadaire. Y a aucune raison et on le revoit plus jamais, mais je trouve ça très drôle, et je pense que c'est un descendant du mec qui s'est tapé l'hélice dans Titanic. Après un combat en images de synthèse vraiment moche, le bouffon s'envole vers d'autres cieux tels la Team Rocket, et Spider-Man sauve MJ d'un balcon en train de s'effondrer. Il la dépose ensuite tranquillement, ah non, il la kidnappe. Jameson avait raison, Spider-Man est une menace! C'est aussi très clairement un mannequin en carton. Ils interrompent le date de deux pélos qui pensaient vraiment que personne viendrait les emmerder sur un toit et qui doivent être très deg. Pendant ce temps, chez Norman Osborn, Norman fait la rencontre de sa double personnalité, et nous prouve que Willem Dafoe est un meilleur Gollum que Gollum. Le bouffon décide de s'en prendre à Spider-Man car il menace ses plans. Il attaque le Daily Bugle pour savoir d'où viennent leurs photos, et JJJ protège Peter, ce qui est encore plus choupi que des bébés chiots qui font des câlins à des bébés chats. Spider-Man intervient et est très sympa puisqu'il laisse au bouffon vert tout le temps dont il a besoin pour l'endormir. Le bouffon lui rend sa courtoisie en ne retirant pas son masque et en ne le tuant pas. À la place, il se lance dans un discours de méchant assez oubliable, ce à quoi Spider-Man répond avec une réplique digne du 12e Docteur. Why bother? Because it's right. Because it's right! Because I'm Batman. Le bouffon s'en va après avoir prévenu Spider-Man que s'il continue de se mettre sur sa route, il ne serait plus si courtois. S'ensuit une des scènes les plus connues du cinéma des années 2000 où 4 hommes essayent d'agresser MJ dans une ruelle, Spider-Man les défonce et il se met à pleuvoir. Pourquoi la pluie est importante? Je vous laisse 2 secondes pour trouver la solution à cette énigme. Un vrai mystère. Bref, après une agression violente et traumatisante, MJ est bien évidemment dans le mood pour embrasser un inconnu masqué, mais le baiser inversé est tellement iconique qu'on oublie tous ces détails. Et vous me demanderez, mais MJ n'est pas avec Harry? Et je vous répondrai qu'on l'emmerde Harry. Un peu plus tard, Peter sauve un bébé dans un incendie avant d'être piégé par le bouffon dont l'un des pouvoirs est apparemment de très bien imiter la voix d'une femme qui crie. Ils se battent dans une scène qui nous rappelle qu'au début des années 2000, un film ne pouvait pas sortir à Hollywood sans pomper Matrix. Peter est blessé par une lame et s'enfuit. Il repart chez lui pour le repas de Thanksgiving où Norman est également invité et pour une raison qui m'échappe, il appelle Tante May alors que c'est clairement pas sa tante et qu'il pourrait l'appeler Madame Parker, mais bon. Il en profite également pour rencontrer MJ et la reluquer. Je me sens moi-même agressé par ce regard. Berk. Peter rentre par la fenêtre, mais il se fait repérer et est obligé de se cacher au plafond. Mais une goutte de son sang coule et très clairement c'est pas du sang, c'est de la confiture, donc Spidey devrait faire gaffe à son diabète. Peter réussit quand même à se changer et à arriver l'air de rien avant que tout le monde ne se mette à table. Norman essaye de se servir et Tante May lui tape sur les doigts. Je me vengerai. Mais Peter a oublié de mettre un pansement et une tache de sang bien visible attire l'attention de Norman qui part précipitamment. Non sans insulter MJ car c'est un gros misogyne. Heureusement, Harry se range du côté de de son père. J'ai failli oublier qu'Harry est la pire personne. Norman se venge de la petite tape de Tante May sur ses mains en explosant sa baraque. La vieille femme se retrouve à l'hôpital et tandis que Peter est à son chevet, MJ vient lui rendre visite. Notre héros essaye de lui communiquer ses sentiments et elle lui explique qu'elle est amoureuse de Spider-Man. Pendant ce temps, chez les Osborn, Norman et Harry ont une discussion, mais comme Harry est la pire personne, il dévoile à son père que Peter est amoureux de Mary Jane depuis toujours. Ensuite... Ah! Ok, c'était absolument étrange. Peter se réveille, réalise que MJ peut être en danger et l'appelle. Il tombe sur le bouffon vert, soit parce que le timing était parfait, soit parce qu'il attendait sagement à côté du téléphone de MJ depuis plusieurs heures pour pouvoir prévenir notre héros. MJ se réveille au sommet du pont de Brooklyn et Spider-Man arrive en utilisant ses pouvoirs de façon super cool, c'est juste dommage que les effets spéciaux ne suivent pas derrière. Le bouffon force Spidey à faire un choix cornélien. Soit il sauve un funiculaire plein d'enfants, soit la femme qu'il aime. Comme c'est un film hollywoodien, Spider-Man choisit les deux. Malheureusement, c'est trop pour lui. Mais il est sauvé par les New-Yorkais, dans une scène terriblement optimiste d'entraide citoyenne qui ne pouvait exister qu'au tout début des années 2000. Dans un film de 2020, les New-Yorkais auraient sans doute attaqué Spider-Man et traité les enfants du funiculaire d'assistés. La distraction permet à Spidey de sauver tout le monde, mais il doit encore en finir avec le bouffon vert. Ils atterrissent dans une maison en ruine non loin de là, du genre qu'on trouve facilement dans n'importe quelle grande ville. Une bombe bien placée du bouffon fait éclater le masque de Spidey parce qu'on a besoin de voir les émotions du héros dans cette scène. Et le combat reprend. Le bouffon domine jusqu'à ce qu'il menace de tuer MJ, donnant un deuxième souffle à notre héros. Apparemment ça l'a pas tant énervé quand il l'a balancé du pont, mais l'a menacé, ouh là c'est la limite. Spidey essaye clairement de tuer le bouffon sans déconner, mais celui-ci lui révèle son identité. Peter est confus face au père de son meilleur ami, qui rappelons-le est la pire personne. Non, y a aucun rapport, je veux juste qu'on retienne bien ce point-là. Norman prétend se rendre, mais il commande son planeur à distance pour empaler Peter. Il fait également bien attention à l'aligner pile dans sa direction pour être sûr de mourir si jamais Spidey l'évite. Et honnêtement, vu la vitesse du machin, je pense qu'il aurait traversé Spidey et qu'il l'aurait tué dans tous les cas. On pourrait presque faire une théorie sur l'idée que Norman s'est sacrifié pour tuer le bouffon.
Presque. Du coup, évidemment, Spidey évite, et je suis obligé de vous passer l'instant incroyable où Norman réalise son erreur, qui est sans ironie, l'un de mes moments préférés dans n'importe quel film de super-héros. Dans ses derniers mots, Norman demande à Peter de ne rien dire à Harry, ce que Peter fait parce que c'est un bon pigeon. Il ramène le corps de Norman dans son manoir, mais sans l'armure du bouffon vert, ce qui veut dire que Peter a déshabillé Norman. C'est canonique. La pire personne voit Spidey à côté du corps sans vie de son père et jure de se venger un jour. À l'enterrement de Norman, il fait part de son plan de vengeance à Peter après que sa relation avec MJ ne soit interrompue. Cette dernière avoue à Peter qu'elle l'aime et elle l'embrasse, ce qui apporte une note positive et permet de terminer ce film familial de façon heureuse. Mais Peter lui dit qu'il ne peut pas être avec elle et qu'il ne l'aime pas autrement que comme une amie. Il termine l'histoire en disant que ses pouvoirs sont un don, mais aussi une malédiction, c'est comme ça, il est Spider-Man. Drapeau américain à la fin parce qu'on est en 2002 ! Fin. Et ça peut surprendre les plus jeunes, mais il n'y a pas de scène post-générique. Par contre, il y a une chanson de Nickelback. C'était vraiment une autre époque.